nos amis juridiques, juristes nous demandent que, voilà, les deux papiers. Alors, dans le programme, nous appelons là, s'il le veut bien, Philippe Charlier, justement, puisque nous allons aborder ce que tu as montré comme risque vis-à-vis des nouvelles technologies en particulier, c'est-à-dire éventuellement une stigmatisation. Et ce qui est important, c'est de voir comment cette stigmatisation peut-être n'est pas nouvelle et comment elle s'intègre en anthropologie. Je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'entre nous, c'est libéré entre deux ou trois moments professionnels importants à concilier. Bonjour. Je vais essayer de vous montrer avec un œil anthropologique que la stigmatisation et l'exclusion sociale n'est absolument pas quelque chose qui est présenté comme classiquement occidental et que ce type d'exclusion malheureusement existe dans beaucoup de sociétés, mais toujours dans une situation qui est extrême. Alors d'abord, il y a certaines sociétés, et j'en sais quelque chose de point de vue très personnel, mon épouse étant chinoise, où dans les sociétés extrêmes orientales, l'exclusion par définition n'a pas de sens. Le noyau familial permet que on ne trouve pas en Chine, notamment en Chine du Sud, par exemple, dans la région de Shanghai ou de Canton, on ne trouve pas d'individus isolés. La famille est toujours là pour les intégrer dans une tradition qui est celle du confucianisme. On fait contre fortune bon cœur. Il est déshonorant pour le noyau familial, il est déshonorant vis-à-vis des dieux et vis-à-vis des ancêtres d'abandonner toute personne de sa famille. Un sans domicile fixe n'existe pas dans le noyau familial et dans le noyau social de la Chine du Sud, sauf catastrophe, bien entendu. C'est-à-dire dernier représentant de la famille, et encore, normalement, il doit être hébergé par des communautés religieuses. Partant de ce cas qui est totalement extrême et qui maintenant devient un cas uniquement anecdotique et, je dirais même caricatural au vu de la mondialisation, quelque chose qui n'existe quasiment plus, eh bien, je vais essayer de vous montrer, à travers cette présentation, deux cas, un cas archéologique et un cas historique récent qui s'est passé dans les années 1960-70, de comment l'exclusion sociale liée à un phénomène dramatique permet, malheureusement, la disparition d'une population. Le premier cas est un cas archéologique. Il survient au Groenland. Il s'agit d'individus retrouvés en fronde glaciaire, deux groupes de 3 cadavres et de 5 cadavres, les uns à côté des autres. Ce sont des cadavres maintenant, ils datent du XVe siècle, c'est du moins ce que la datation au carbone 14 a pu montrer. Ils ont été trouvés en un endroit qui s'appelle Kilakitsok. C'est un endroit qui est très important pour les archéologues de la communauté inuite, car ce sont les seules momies inuites bien conservées qui soient arrivées jusqu'à nous, et elles ont permis beaucoup de diagnostics rétrospectifs de type textile, alimentaire, populationnel, j'entends par là génétique. Ces momies n'ont pas toutes été mises mortes à cet endroit-là. Certaines de ces personnes ont été laissées pour mortes, c'est-à-dire abandonnées dans une tentative réussie d'exclusion sociale parce qu'ils représentaient un poids pour la société inuite. De quoi s'agit-il? Principalement deux types biologiques. La première, c'est un individu mal formé, un enfant de 2 ans, vous allez voir sa momie juste après, qui était trisomique 21 et qui représentait un poids, littéralement, pour la société. Je ne juge pas. Hein, au tempora au mores, je ne suis pas là pour juger, je suis purement descriptif, comme pour la société d'après dont je vous parlerai. La deuxième, c'est une femme avec son enfant, dont manifestement le mari était mort, car on n'enterre jamais une femme avec un enfant sans un homme. L'homme doit prendre soin de cette femme et de son enfant dans l'autre monde, et le fait de l'avoir enterrée toute seule avec, signifie bien le caractère extrêmement dramatique. Ça signifie que l'homme était mort avant et qu'on a du coup laissé mourir cette femme et son enfant que plus personne ne pouvait alimenter, plus personne ne pouvait nourrir, et du coup elle devenait elle aussi un poids pour la société. C'est un positionnement sur lequel, évidemment,
aucun jugement de notre monde occidental n'est possible. Ce sont des conditions de vie qui sont extrêmes, qu'on devrait même appeler des conditions de survie. Et on peut comprendre que sur un très faible noyau familial d'une dizaine d'individus, eh bien, la persistance d'un individu mal formé, faisant des fausses routes, qu'il faut nourrir et qui n'est pas capable de se nourrir tout seul, par exemple, avec un défaut, une élocution qui ne progresse pas et autres, eh bien, on peut comprendre que dans ces sociétés au XVe siècle, sur le cercle polaire arctique, eh bien, il faille s'en défaire. Je ne dis pas malheureusement, à nouveau, on est dans une absence de jugement. Pareil pour ces femmes, avec leurs enfants, sans leur mari, qui va les nourrir? Ce qui compte, c'est la survie du groupe, pas la survie d'un individu. Alors voici la momie de ce petit bébé de 2 ans qui avait une trisomie 21. Et le diagnostic a été porté sur l'examen osseux à la radiographie qui a montré toutes les lésions caractéristiques de la maladie. Et vous voyez l'état de conservation qui est excellent, hein, puisque dans la glace, c'est même pas le permafrost, dans la glace, à la fois tous les éléments organiques humains, mais également les éléments de vêtements ont été mis. Or, de quoi mouraient-ils? Ils mouraient de froid, tout simplement. Ils étaient mis le soir, et puis le lendemain matin, ils étaient retrouvés morts et enterrés. Enfin, enterrés, mis dans la glace. Le deuxième exemple dont je voudrais vous parler est tiré de la lecture de ce livre, de cette collection qui est une collection mythique. J'ai l'impression d'être un prêtre orthodoxe et de vous montrer la Bible. Il s'agit de Terre humaine, mais c'est quasiment la Bible pour nous, anthropologues. Ouvrage publié par Colin Turnbull en 1971 qui s'appelle Les Hicks, survivre par la cruauté dans le Nord Ouganda. Donc vous savez, la collection Terre humaine est une collection chez Plomb créée par Jean Mallory et qui s'est ouverte sur Triste Tropique de Lévi-Strauss. Voilà, collection qui existe toujours. Et Colin Turnbull est un anthropologue, ethnologue plutôt, anglais, qui est allé traîner ses guêtres d'abord dans la région de Bénarès, en Inde, puis il est parti dans la communauté pygmée en République démocratique du Congo et au Cameroun, et ensuite il est allé à cette frontière entre l'Ouganda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie et le Kenya. Vous voyez dans cette région, exactement ici, pas très loin de Kakuma au Kenya, dans ce triangle-ci. Et c'est là que survit une communauté qui a été extrêmement intéressante pour lui parce que quand il s'y rend dans les années 1969-1970, il va rester 3 ans au total, et bien 10 ans avant, le gouvernement de l'Ouganda, du Soudan et du Kenya ont décidé de geler complètement, vous voyez ce qui apparaît ici en vert, qui est une réserve naturelle. Et cette réserve naturelle prive la population des Hicks de toute subsistance alimentaire. Donc du jour au lendemain, ils n'ont plus le droit de chasser. Ils sont confinés dans leur campement avec interdiction de toute chasse ou braconnage ou autre chose. Donc leur société va changer de façon brutale. Et pour cause, quand les gouvernements ont pris la décision de faire ce classement, ils ignoraient la présence des Hicks, qui n'étaient présents que sur 2000 individus. Donc c'est une tribu qui était totalement ignorée parce que très peu explorée. On s'intéressait plus aux animaux et aux réserves naturelles qu'aux hommes. Et pour cause, vous allez voir, les hommes ont fini par disparaître. Donc les Hicks n'ont eu, considérant ce changement dramatique de paradigme sociétal, eh bien, vous allez voir que la famine et la déchéance de ce peuple ont été quasiment immédiats et ils ont tourné d'un monde de société bien organisé à un monde de haine. L'ethnie de 2000 chasseurs est devenue un peuple de fauves, littéralement, et ils sont maintenant 150 à peu près, ils ont quasiment disparu. Et puis vous allez voir les effets pervers de cette mort lente, parce qu'ils sont morts de faim au fur et à mesure, sur l'esprit de solidarité qui doit exister autant au niveau du noyau familial, père, mère, enfant, grands-parents éventuellement, qu'au niveau du tissu social en général. Alors je vais vous illustrer ceci par des photographies qui viennent du fonds photographique de Terre humaine déposé maintenant à la Bibliothèque nationale de France, par l'intermédiaire de Jean Mallory. Vous voyez ici 2 hommes qui sont en train de couvrir le toit de chaume d'une hutte. Celui qui est le plus proche de nous, au premier plan, aimait beaucoup la vie, ce qui était une chose exceptionnelle chez les Hicks. Il était joyeux, il riait, il racontait des histoires. Tout ce que je vous dis est fondé sur les 3 ans d'expérience de Colin Turnbull, qui a fini par quitter les lieux, faute non pas de nourriture, mais pour survivre lui, car lui-même finissait par devenir un véritable fauve. Et il aimait tellement la vie que, par opposition, si on peut dire, au reste du groupe, il a fini lui-même par mourir d'épuisement.
faute de nourriture, faute de rien, faute d'eau, sa vie, si on peut dire, l'a tué. C'est un peu comme la phrase de Blaise Cendrars à la fin de L'Or, « J'étais l'homme le plus riche du monde, l'or m'a ruiné ». C'est un peu la même chose. J'étais l'homme le plus joyeux du monde, la vie m'a tué. Une hutte ici en cours de construction. Le propriétaire est mort et du coup la femme l'a abandonnée. La hutte n'a même pas été finie d'être construite. Elle a été abandonnée alors qu'il y avait une nécessité de construction pour elle ou le reste du groupe. Donc on n'est même pas, il y a une perte de toute logique de construction, d'organisation du clan. Vous voyez, la perte de la logique, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En ethnologie, on fonctionne beaucoup par ces axes logiques d'organisation structurelle au sein du groupe, au sein de la société, au sein de la cité, quand elle a cette forme-là. Et là, il y a un début de construction interrompu par la mort et qui n'est pas poursuivi, qui s'abandonne. Donc c'est une perte de toute logique. En gros, il n'y a pas de projection sur le lendemain. On abandonne une tâche débutée, quasiment finie. Il manquait quasiment plus que le toit de chaume et de pisé, parce qu'on n'arrive pas à se projeter dans le lendemain. Une des caractéristiques de ces huttes, vous le voyez, c'est que le toit est solidement fixé à la paroi pour ne pas qu'il puisse être soulevé par les voleurs. Dans cette société, le vol devient organisé. Et pire que ça, le vol devient la norme. On ne tracte plus par échange d'argent, par échange en nature. C'est même plus une tractation, c'est un vol qui s'installe. C'est une exclusion de chaque individu. Il n'y a plus de légalité. Le vol est devenu la triste réalité. Donc on soulève ce qu'il y a dans la hutte, un peu comme si vous ouvriez le panier d'un garde-manger pour en prendre l'intérieur, sauf que c'est la propriété d'autrui. La propriété même devient quelque chose d'extrêmement relatif. On ne reconstruit plus d'ailleurs les greniers parce qu'il n'y a plus de grains à stocker. Vous voyez derrière, tout au fond, un grenier qui est abandonné avec 2 enfants qui sont en train de mourir de faim au sens strict du terme. Et les greniers, quand on construit des habitations pour se protéger des fauves, des hyènes notamment, ou de la pluie quand par bonheur il y en a un tout petit peu, mais même l'organisation architecturale du village évolue. On ne construit plus de grenier. Un grenier, c'est quelque chose dans lequel on stocke les grains, la nourriture, les céréales. Ça n'a plus d'utilité d'en faire puisqu'il n'y a plus rien à manger. Donc, on n'en fait plus. Vous voyez ici un village hic en haut à gauche, avec à droite un petit enclos destiné à accueillir le bétail qui est volé, mais aussi les voleurs, moyennant un paiement en nature, vous verrez le type un petit peu après, et c'est la principale source de revenus en nourriture des hics. Donc les hics se nourrissent, si on peut dire, sur des vols effectués par autrui. Comment les payent-ils? Par le sexe. Vous avez ici un chasseur hic qui aiguise sa lance, donc une lance métallique, il l'aiguise avec une pierre volcanique. Si jamais il tue du gibier, il va le manger pour lui. Il ne va pas le partager avec sa femme, pas avec ses enfants, il va le manger pour lui. Parce que eux feraient exactement, et font d'ailleurs exactement de même. Donc c'est une exclusion qui est systématique. Chacun s'exclut, chacun survit pour lui-même. Les pères ne donnent plus à manger pour leurs enfants, les mères ne nourrissent plus leurs enfants. D'accord ? Elles n'entretiennent même plus la lactation, elles survivent pour elles, sans projection jusqu'à la génération d'après. C'est l'exclusion au stade ultime. Vous voyez ici la petite Adula, une petite fille dans la cuisine. La cuisine a été abandonnée parce que inutile. On ne prépare plus de nourriture à l'avance. On mange de façon opportuniste. Tout ceci se trouve dans l'enclos familial et cette cuisine est devenue le tombeau de cet enfant, puisque ses parents, ne pouvant pas la nourrir, l'ont enfermé là jusqu'à la mort. Et ils ont ensuite jeté son cadavre sans cérémonie. Cet abandon des rituels funéraires, pardon, les images sont dures, mais c'est une des plus dures. Ensuite, je ne dirais pas que ça s'améliore, mais ça devient plus neutre. L'abandon des rituels funéraires est une chose extrêmement importante. Une société qui ne maîtrise plus ses défunts, qui ne les honore plus et qui abandonne les rituels funéraires, une société sans rituel est une société qui est en train de mourir, voire qui est morte. C'est-à-dire qu'il y a une perte complète de tous les repères, qu'ils soient architecturaux, vous l'avez vu, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient chronologiques, qu'ils soient familiaux, solidarité et même d'entretien de nourriture d'une génération à l'autre, y compris la génération des morts. Donc c'est une déliquescence complète. Imaginez un code sociétal qui fond.
Voilà 2 frères. Le plus jeune, celui de gauche, est mort en regardant son frère manger, à droite. Et le grand frère s'est expliqué auprès de Colin Turnbull en lui disant « Mieux vaut qu'un seul vive plutôt que les 2 meurent. Si je partage ma nourriture, on n'aura pas assez à manger tous les 2, on va mourir. Donc moi je vis, moi je mange tout, je survivrai, je suis plus grand, je suis plus résistant. C'est même pas tant pis pour mon frère, c'est comme ça pour mon petit frère. » Voici un aveugle. Et ça, c'est une stigmatisation, une mise en projection que même, et je dirais même surtout, les handicapés, les personnes qui sont en état de déficience, physique en l'occurrence, sont totalement abandonnées par la société. Lui, il va essayer de s'approcher d'une hyène morte pour essayer d'en manger la chair pourrissante. Et les hicks vont le bousculer, le piétiner, évidemment pour l'empêcher de manger et pour prendre eux-mêmes la nourriture, car il devait mourir de faim. Son rôle à cet aveugle n'était pas de survivre, c'était de mourir. Il ne sert plus à rien. Il prend la nourriture, des vivants il est, comme dirait Jacques Hassin, en mort sociale, déjà. Voici une femme qui aide son mari, quelque chose qui est ahurissant dans le monde des hicks. Elle va lui chercher de l'eau, elle lui prépare sa nourriture. Normal, son mari est étranger, il est soudanais en l'occurrence, il s'occupe de ses épouses, il en a plusieurs, et il les nourrit. C'est un météore, si on peut dire, dans cette société. Et en effet, c'est une des femmes qui va survivre. Au terme de l'expédition de 3 ans de Turnbull, cette femme sera toujours vivante. Cette autre femme qui faisait des poteries, c'est la seule chose qu'elle savait faire, elle le faisait même fort bien, sauf que faute de nourriture, faute de cuisine, faute de nécessité de stockage et de préparation de l'alimentation, eh bien, elle est devenue inutile et elle a donc fini par mourir de faim. Il faut savoir, et je vous ai parlé du sexe tout à l'heure, après 18 ans, les femmes hicks perdent leur pouvoir de séduction vis-à-vis des voleurs de bétail. Puisque vous avez des voleurs de bétail qui sont itinérants, qui ne sont pas sédentaires comme les hicks. Les hicks, à l'origine, étaient des chasseurs. Hein. C'est comme ça qu'ils survivaient, et ils survivaient très bien. Ils sont du coup, par l'interdiction de la chasse, devenus des pseudo-agriculteurs. Ce n'était pas leur truc. Ils ont dû apprendre ça en quelques mois, alors qu'il faut des années pour apprendre, et des générations pour apprendre ce type d'organisation à la fois de l'espace et de la vie. Et donc, du coup, ils ont été obligés de fonder leur économie, au sens grec du terme, sur des voleurs de bétail itinérants avec lesquels ils échangeaient les proies vivantes ou mortes contre du sexe. Et malheureusement, après 18 ans, ces femmes perdent leur attrait dans ce contexte chronoculturel. Elles découvrent la solitude, l'abandon et la faim. Et j'entends par là la mort, bien sûr. Cette femme, hic, son mari est mort. Et elle a bien compris que la seule possibilité pour elle de survivre, c'était de partir du clan, où elle serait abandonnée et elle mourrait. Du coup, elle est partie au Soudan, où elle a d'ailleurs plutôt bien vécu, sur une dizaine d'années à peu près. Et puis ensuite, on ne sait pas pourquoi, poussée par l'instinct du clan, poussée par l'instinct de la mort, sentant ses forces l'abandonner peut-être, on ne sait pas. Et Colin Turnbull n'a pas réussi à démêler le vrai du faux. Elle est revenue chez les hicks, où, bien entendu, femme seule, sans mari, elle est morte en très peu de temps, de faim. C'est la principale cause de mort, hein, infection ou faim. Et généralement, infection sur dénutrition chronique. Dernière photo que je vais vous montrer, c'est Kokoy. Kokoy était la plus belle femme du clan. Souriante, belle, se sachant belle, et elle savait se servir de son corps comme un principal moyen de survie. Très clairement, elle se prostituait pour la nourriture et elle mangeait très à sa faim. Et vous la voyez là dans son plus bel âge, si on peut dire. Et c'est vrai qu'elle est bien en chair, si on peut dire, par rapport aux autres membres de la société hic que vous avez vus. Sauf que 18 mois après cette photo, eh bien, elle est tombée malade, elle s'est infectée, elle a fait une pneumonie, ensuite elle a fait des surinfections au niveau des jambes, au niveau des bras, et elle s'est couverte de croûte, elle a fait une ostéomyélite, et elle est devenue beaucoup moins belle, beaucoup moins attrayante. Et devenue moins attrayante, elle n'a plus pu se prostituer, et du coup elle est morte de faim. Alors si on synthétise cette vision dramatique à nos yeux, et sachez que ça n'est absolument pas un cas isolé, hein, le cas des hicks se retrouve dans beaucoup de sociétés, vous verrez le parallèle que je fais avec l'Arménie dans les années 1930 pardon,
Eh bien, les caractéristiques sociologiques de l'ethnie Ikh, après ce changement de paradigme qu'est le classement en parc national, c'est celui-ci. L'absence de toute solidarité, même au sein de la cellule familiale. Les pères abandonnent leurs épouses et leurs enfants, et vice-versa. Si un enfant trouve de la nourriture, il ne le donne pas à ses parents, la mère ne nourrit plus ses enfants, etc. Donc une exclusion systématique dans toutes les directions, centripète et centrifuge. Manger seul de façon isolée pour ne pas attirer les convoitises. Le repas n'est plus un moment social. Vous allez prendre tout à l'heure un cocktail ou un petit déjeuner. Vous avez pris tout à l'heure cette petite collation avant de rentrer. C'est un moment d'échange social. Beaucoup de choses se passent au moment du repas. Le repas ne sert pas qu'à manger, il sert à échanger. D'accord ? Eh bien là, c'est une perte complète. On mange dans l'ombre pour ne pas se faire voler la nourriture. Le vol est devenu une norme. La détresse alimentaire est devenue chronique. C'est un stress de trouver la nourriture, car on peut mourir le matin même ou le soir même faute de nourriture. La collaboration avec les voleurs de bétail professionnels, elle est systématique. Sans cette collaboration avec ces gens hors la loi, pas de survie. Donc la société elle-même devient hors la loi. On abandonne les rituels funéraires. Et puis la prostitution généralisée aux fins alimentaires. Ceci rappelle de façon assez dramatique et acutisée ce que Dola avait noté dans ce livre célèbre qui s'appelle « Les affamés » à propos du drame de l'Ukraine dans les années 1920-1930. La faim est impitoyable et elle rend ceux qu'elle tenaille impitoyables. Le village en tant que communauté cesse d'exister. Les habitants qui avaient pu se maintenir en vie s'enferment entre leurs murs. La désorganisation complète de la vie communautaire et la dissolution des relations humaines avaient engendré l'anarchie. Le meurtre et le suicide cessaient d'être des événements sensationnels. Sensationnels au sens de extraordinaire. Ils devenaient l'ordinaire, le quotidien. Voilà un exemple anthropologique d'exclusion systématique tel que vous pouvez en retrouver dans toutes les zones de conflit actuelles, dans toutes les zones d'épidémie actuelles. Pas tout de suite, pas immédiatement, pas dans les quelques semaines ou mois qui suivent le début de l'événement, mais au bout de quelques années, quand ça devient quelque chose de chronique, voilà ce que devient l'exclusion, pas forcément vis-à-vis des personnes âgées, vous l'avez vu, également vis-à-vis des plus jeunes, mais aussi vis-à-vis des morts. Je vous remercie. Merci Philippe. Première question, pourquoi tu as choisi les Ikh ? J'ai choisi les Ikh parce que pour moi c'est un exemple d'abord un tout petit peu ancien, ce qui permet de ne pas rentrer directement de ne pas mettre notre pathos dedans et de ne pas être dans l'actualité, mais d'être un tout petit peu dans l'histoire. D'autre part, ça a été étudié par un ethnologue de très grande qualité, Colin Turnbull, qui ne cherche pas à faire du sensationnel, qui ne cherche pas à s'apitoyer, et qui cherche à être purement factuel. Et j'aime beaucoup cette froideur professionnelle qui, pour moi, est un gage d'objectivité. Et je voulais vous le présenter parce qu'on parle d'exclusion, on parle de personnes âgées comme étant quelqu'un qui est relégué, qui est en mort sociale. Et je voulais vous montrer un autre modèle de mort sociale généralisée, non pas focalisée sur une partie, je dirais, démographique de la population, mais étendue à l'ensemble d'une population. Et je trouvais que c'était un bon exemple, évidemment, à ne pas suivre, mais surtout un exemple pour lequel il fallait lutter contre l'apparition. La réflexion éthique qu'on peut avoir de ces photographies est quand même importante. Je me rappelle, il y a 30 ans, quand on a commencé à travailler de manière à connaître les habitudes, la vie tout simplement des SDF, des sans domicile fixe, les sociologues, Patrice Pinel en particulier et d'autres, me disaient, Courant Bourdieu en particulier, me disaient « mais ce que tu fais n'est pas éthique du tout ». Ce n'est pas éthique parce que tu rentres dans de l'intime et tu ne fais rien pour que cet intime s'améliore. Alors, je reprends un peu ce qui a été dit là. On se trouve devant des personnes qui sont plus en instance de mort.
On apprend, on les voit ici vivants, et dans le discours, on apprend qu'ils sont morts entre-temps, dans la logique même, et c'est vrai que rien n'a été fait. Alors ça pose la grosse question, bien sûr que peut-être en regardant l'envers du travail que nous présente, c'est qu'est-ce que l'humain? Ça répond à la question qu'est-ce que l'humain? Qu'as-tu à dire par rapport à ces réflexions éthiques sur de telles pratiques qui datent d'il y a combien de temps, ce fameux collègue ethnologue? 1969-1971. Donc c'était un peu plus tard qu'on me faisait ces remarques, mais comment les juges-tu? C'est un problème que se pose tout ethnologue quand il est sur le terrain. Doit-il intervenir ou ne pas intervenir? Bien sûr. La règle en la matière veut qu'on n'intervienne pas, parce que nous appartenons à une autre culture, et parce que notre culture n'a pas à juger les autres cultures. Et on ne doit pas... c'est une règle ethnologique de neutralité. Et quand une culture ne veut pas être vue par une autre, je pense aux îles Andaman par exemple, eh bien on ne doit pas forcer la chose et s'imposer à eux. Là ici, lorsque le livre de Turnbull a été publié, d'abord en anglais puis dans les collections Terre humaine, la réaction a été mondiale et la réaction a été une horrification. Et finalement, les gouvernements ougandais, kenyans et soudanais sont intervenus pour essayer d'améliorer la situation. Mais pas les Occidentaux. C'était important de nous dire ça. Vous faites de la maïotique, monsieur. Donc, vous faites accoucher les esprits et les paroles. Ça fait 20 ans que je fais de la maïotique avec toi. Mais c'est important que ce ne soit pas les Occidentaux qui soient intervenus, mais il est toujours bon qu'une autre société vienne étudier une autre société. Et vous voyez, ce côté de l'être persane est intéressant parce qu'il soulève des choses qui ensuite stimulent un tout petit peu les esprits. Voilà, mais là, c'est vrai que pour prendre une autre référence historique, c'était Chronique d'une mort annoncée. Oui. C'était Chronique d'une mort annoncée. Alors la question, cet ethnologue, qui est vraiment la référence ethnologique, est-ce qu'il avait fait des réflexions éthiques à la fin, ou est-ce que tout simplement c'est l'opinion publique qui a la lecture simplement de ce livre, de la même manière que nous, devant ces différentes images, nous devons intervenir, nous devons en tirer justement par rapport à notre colloque, qu'est-ce que l'humain? C'est l'opinion publique qui a créé le débat éthique, qui l'a stimulé, qui l'a amplifié et qui l'a porté jusqu'aux dirigeants. Ce sont aussi les courriers de la préface, la postface de Jean Mallory dans cet ouvrage qui établit des parallèles, que ce soit avec le cas de l'Ukraine, que ce soit avec d'autres cas contemporains, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, etc. Donc, c'est cette confrontation avec d'autres cas plus proches de nous, plus contemporains, plus stimulants et surtout plus impliquants qui fait que la communauté internationale puis locale se sont émus et ensuite on finit par sauver ce qui pouvait être sauvé. Mais Turnbull, lui, est d'une neutralité complète et je pense que justement c'est tout à son honneur. C'est pour ça que l'ouvrage a eu d'autant plus de succès et d'autant plus d'intérêt et qu'il est toujours un maître-livre pour nous ethnologues. J'intègre cela dans la discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire de la nécessité que les sciences humaines et sociales s'ouvrent un tout petit peu avec les autres disciplines. Et c'est vrai que la réflexion éthique peut éventuellement, qu'elle soit individuelle ou collective, peut tout à fait aider. Ça, c'est tout à fait important. Mais alors, on peut se poser la question, comment se fait le saut ou comment se fait la passerelle de manière à ce que, justement, des réflexions, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, en quoi cette expérience, ce n'est pas une expérience, cette documentation, c'est une documentation, cette monstration en définitive, nous enseigne-t-elle par rapport à nos pratiques sociales? Moi, ce qui m'a frappé, entre autres, là-dedans, c'est cette histoire qu'ils ont fait une réserve, si j'ai bien compris, pour protéger la forêt, les animaux, je ne sais pas quoi.
et puis qu'on a laissé mourir tous ces gens. C'est un peu la preuve de, je ne sais pas moi, d'une réflexion par des gens qui voulaient peut-être sauver un environnement, mais qui ne sont pas préoccupés de ce qu'il y avait à côté. D'ailleurs, on voit actuellement des constructions, je ne sais pas, en Amazonie ou tout ça, où on repousse la forêt pour faire des constructions modernes et on laisse mourir probablement des gens aussi. Donc, c'est la preuve d'une approche en silo un peu, si on peut dire, ce qu'on fait souvent. C'est exactement ça. Voilà. Ce sont des priorités qui sont environnementales, qui sont des priorités légitimes, mais sans prendre en compte tout ce qui l'intègre. Si je comprends bien, en fait, il y a une sorte de révolte humanitaire derrière et on remet des conditions à peu près normales pour les X. Est-ce qu'il y a un phénomène d'hystérésie, c'est-à-dire que est-ce qu'on retrouve les caractères sociologiques du départ, ou bien finalement le fait d'être passé par déchirement du tissu social, on revient pas en arrière? Alors j'aimerais bien vous répondre. Ils ont été autorisés à nouveau à faire des activités de chasse, donc ils pouvaient à nouveau se nourrir, sauf qu'entre-temps, beaucoup de chasseurs étaient morts, ou beaucoup de chasseurs avaient oublié comment on chassait, car une génération s'était passée quasiment, et puis on ne chasse plus pareil quand on est fatigué, quand on est dénutri, et quand il y a eu une déliquescence complète du tissu social. Et on manque maintenant d'un nouveau Turnbull pour retourner sur place et refaire une nouvelle étude sociologique, ethnologique. Donc il y a eu certainement une amélioration, mais on ne sait pas quel nouveau tissu social a été créé. Ce sont probablement des hic 2.0, si on peut dire, nouvelle génération, mais il est très peu vraisemblable qu'ils soient une copie conforme de ce qu'ils étaient auparavant, bien entendu. Car entre-temps, un drame s'est passé. Et puis il y a un traumatisme psychologique, il y a un traumatisme humain. C'est pire qu'une cicatrice, c'est une amputation sociale qui est survenue. Monsieur, oui, bonjour. Je suis médecin du travail, Paul Ladouceur, je suis médecin du travail. Alors, l'exemple que vous venez de donner à travers l'anthropologie m'amène à revenir sur les questions qui ont été posées. Qu'est-ce que l'humain et qu'est-ce que l'éthique? Est-ce que l'éthique n'est pas un luxe qu'on peut se permettre quand les questions de survie sont réglées? Et que à travers ces exemples, on voit bien quand le milieu environnant devient très difficile, ces populations finissent par sacrifier, oublier leur code moral qui ont peut-être existé à une époque. Là-dessus, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez trouvé. Mais je reviens sur la société d'aujourd'hui. Nous avons des exemples dans lesquels, quand les questions, non pas de survie, mais quand des questions de fonctionnement deviennent très dures, on voit des micro-sociétés devenir effectivement de plus en plus rigides, exclure les personnes les plus faibles. En milieu de travail, j'ai des exemples flagrants de personnes handicapées, par exemple, qui sont tolérées, aidées pendant de longues années. Et quand la question de l'emploi devient très dure, difficile, et engendre de la souffrance dans ces micro-sociétés, on voit petit à petit ces personnes handicapées abandonnées, et puis même on demande à les exclure parce qu'on a une telle souffrance de les supporter et qu'on va arriver à l'extrême qu'on les exclut finalement à un moment ou à un autre. Voilà. Autrement dit, entre les comportements animaux, parce que j'ai voulu aussi citer les animaux chez lesquels les animaux vieillissants sont exclus à un moment donné, même quand il y a des entraides, quand on les voit des fois avec beaucoup d'étonnement se comporter. Eh bien, chez l'homme, la question éthique disparaît peut-être quand on arrive à des moments extrêmes. Et comment y réagir? Merci pour votre question, monsieur. Alors, je ne parlerai pas d'animalité, parce que je vous explique pourquoi je me refuse à utiliser ce mot-là pour les populations qui sont extra-européennes, pour des raisons de racisme ancien qu'il a pu y avoir et
de rabaissement à des stades animaux de certaines populations sous la plume de certains anthropologues ou historiens du passé. Donc c'est quelque chose que je me refuse à utiliser comme vocable. Mais je l'entends. En revanche, moi, ce qui me parle beaucoup plus, les exemples professionnels que vous avez cités, ou ce qu'on a vu dans la population hic ou ailleurs, je parlerai plutôt de retour à un instinct de survie. D'accord ? Un instinct de survie, mais quand même assez paradoxal. Un instinct de survie, non pas de l'espèce, car dans ce cas-là, on nourrirait les petits, mais un instinct de survie individuel. D'accord ? Ce sont deux instincts de survie différents et qui ne sont pas forcément superposables. C'est un instinct de survie qui est beaucoup plus dramatique. L'instinct de survie de l'espèce, on peut encore se permettre de partager la nourriture pour soi et les enfants. L'instinct de survie individuel, c'est il faut que moi au moins je survive pour potentiellement plus tard pouvoir m'accoupler et reproduire ma semblance dans une espèce. Donc c'est quelque chose qui est encore plus dramatique. Le fait d'exclure les personnes âgées dans le monde du travail et dans le monde sociétal en général, pour moi n'est pas une animalité. Pour moi c'est plutôt devenir une priorité sur cet instinct de survie. C'est-à-dire qu'on les considère comme des bouches inutiles à nourrir. Des bouches inutiles à nourrir, inutiles à payer et inutiles à entretenir. Que vont-ils apporter ? On ne les considère même plus comme des sages, des gens qui ont une information à apporter. Une personne âgée, elle est censée être sage. Le vieux, entre guillemets, l'ancêtre, dans l'Afrique subsaharienne, c'est quelqu'un qu'on continue à nourrir, à intégrer au schéma social parce qu'il a la connaissance. C'est une bibliothèque biologique. Et du coup, il nous donne énormément d'informations. Il a un vrai rôle sociétal. Là, dans le cas présent, visiblement, ça n'est plus reconnu. Et donc, on l'abandonne car il est devenu inutile. Nous te remercions et nous condamnons cet utilitarisme grégaire. Bien, nous te demandons de signer les mêmes papiers de manière à ce que légalement nous n'ayons pas de problème. Alors nous allons passer. J'ai dit à Philippe, il nous a parlé de hic, des hic. Il manquait le ETH, hein? Ça ferait éthique. Alors, ça fait ETH-hic. Bon, on commence à faire de l'humour. L'humour québécois. Hein? Bien. Alors maintenant, on peut t'applaudir.